Dans ces différentes histoires, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer clairement ces phénomènes. Je vois le tunnel, C'est comme si on était aspiré par cette lumière. la lumière blanche. Depuis toujours, je vois des défunts. Il dit « j'ai fait ce que j'ai pu, ma fille ». C'est mon papa. Ces phénomènes ne sont pas de preuve de l'au-delà. Le maraboutage, ça décrit un peu le versant maléfique de l'activité des marabouts. C'est de la sorcellerie en fait. Ce qu'on voit sur ces images-là, c'est tout à fait inexplicable aujourd'hui. Est-ce que tu vois c'est quoi? Oh, c'est trop beau. Si c'est pas terrestre, c'est extraterrestre. Et toute la question est là. On dit que la poupée Robert est possédée. Et là, la commode près du mur a glissé vers la porte. Dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est un délire de groupe. Pourquoi ces personnes qui sont dans le coma sont-elles arrivées à entendre ce qui se passe à 20 mètres de là? Il y a quelque chose qui peut déjà nous inciter à penser que la réincarnation existe, c'est tout simplement l'effet de déjà-vu. Les Égyptiens sont-ils réellement à l'origine de la construction des pyramides? Les cauchemars que je fais, c'est des rêves prémonitoires. Il y a des esprits, il y a quelque chose. Il est doté d'un pouvoir. Le pouvoir qu'on décide de leur mettre entre les mains. On combat le mal par le bien. On n'a pas un bon taux vibratoire. Comment expliquer ces phénomènes extraordinaires? Aurons-nous un jour la vérité? Bonsoir. Des patients revenus de l'au-delà, des apparitions mystérieuses ou encore des hommes et des femmes qui affirment communiquer avec les morts. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans le monde du paranormal. Des phénomènes qui défient toute logique, mais qui pour beaucoup semblent pourtant bien réels. Alors faut-il y croire? Et sinon, comment expliquer l'inexplicable? Scientifiques, médecins ou neurologues, tous tenteront de percer le mystère. Alors tout de suite, découvrons ensemble les 13 phénomènes paranormaux les plus incroyables. Face à un danger de mort immédiat, ils sont des millions dans le monde à avoir expérimenté les mêmes sensations extrêmes, les mêmes visions étranges. Je vois le tunnel, C'est comme si on était aspiré par cette lumière. la lumière blanche. J'ai vu cette petite fille. Les expériences de mort imminente, EMI, fascinent les scientifiques et bousculent les connaissances. 5% de la population mondiale a vécu une expérience de mort imminente. Ils sont capables de raconter ce qui se passait dans la pièce à côté. Pourquoi ces personnes qui sont dans le coma sont-elles arrivées à entendre ce qui se passe à 20 mètres de là? Le défi, c'est comment expliquer ces phénomènes extraordinaires. Déclarées mortes par la médecine, ces personnes racontent avoir assisté à leur propre fin. On n'a pas de pouls, on n'a pas de pouls. Je me rappelle de ça. Et là, je fais... Purée, je suis en train de crever. Comment la science explique-t-elle ces expériences de mort imminente? Quels souvenirs en gardent ceux qui les ont vécues? C'est comme si on était dans un flou total. Voici le récit de leur voyage aux frontières de la mort. Sonia Barkala a consacré sa carrière de réalisatrice de documentaires aux expériences de mort imminente. Dans le cadre de mes enquêtes, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de témoins, de personnes qui disent avoir vécu une expérience de mort imminente. Parmi les nombreux récits qu'elle a recueillis, il y a celui de Jacques, déclaré mort après un accident de la route qui a coûté la vie à sa compagne, Florence. Expérienceur. Personne ayant vécu une expérience de mort imminente. 30 ans après les faits, Jacques témoigne aujourd'hui de cette expérience qui a bouleversé sa vie. Je suis hospitalisé dans le service et on m'apprend le décès de ma petite amie. Donc à ce moment-là, je fais un arrêt cardiaque. Jacques, reste avec moi. Docteur!
Je vois le médecin en train de faire tous les gestes pour essayer de me réanimer. C'est comme si je sortais de mon corps et que j'allais sur cette fameuse lumière. Florence est au bout là-bas. Elle me demande de venir avec elle. Elle me dit que c'est beau. Et pour l'instant, je vois que cette belle lumière. C'est comme si on était aspiré par cette beauté qui nous appelle. Et je pense que si je n'avais pas tourné la tête, oui, j'y serais allé. Je me retourne et je m'aperçois de tout le monde qui est en bas. C'est comme une bifurcation qui m'envoie dans plusieurs salles. Il décrit qu'il flotte au plafond. Il y a cette bifurcation dans cette salle où je vois le chirurgien en train de dire il est décédé telle heure, tel jour. Et le chirurgien avait quelque chose de spécial, il avait du scotch sur ses lunettes. Un détail troublant, car Jacques, inconscient, n'aurait jamais croisé ce médecin auparavant. Alors comment peut-il aujourd'hui le décrire avec tant de précision? Et ce n'est pas tout. À partir du moment où Jacques est déclaré mort, il va se diriger vers la salle de soins où il va percevoir l'infirmière qui est au téléphone avec sa mère biologique. Votre fils a eu un grave accident. Sa mère biologique l'avait abandonné et il veut absolument pas qu'on lui donne de ses nouvelles. Ça le met en colère. Je vois l'infirmière qui discute avec ma mère biologique. C'est comme si j'étais au-dessus de son épaule. J'entends la conversation, j'ai envie qu'elle dise ça et elle ne dit pas. J'ai envie de lui dire de raccrocher et elle ne le fait pas. Je veux donner des coups de pied partout, je veux montrer que je suis là. C'est comme si on était dans un flou total, alors qu'on est totalement conscient de ce qui est en train de se passer. Sonia Barkala a mené son enquête et elle a réussi à retrouver l'infirmière qui soignait Jacques à l'époque. Cette dernière confirme son témoignage, détail à l'appui. J'étais toute seule dans la salle de soins. Donc ce que la personne au téléphone me disait, lui, il ne pouvait pas l'entendre. Mais qu'il écoute les paroles exactes de sa maman qui était au téléphone, comment a-t-il pu les entendre? Il était vraiment dans sa chambre, physiquement il était dans sa chambre, il n'a pas pu bouger, il ne pouvait pas bouger. Je ne peux pas l'expliquer. Le professeur Stephen Loray est un neurologue mondialement connu pour ses travaux sur le cerveau, la conscience et le coma. Comme Jacques, il y a des dizaines de témoignages, peut-être même des centaines, qui nous troublent parce qu'ils sont capables de raconter ce qui se passait dans la pièce à côté. Une des hypothèses serait que les expériences de mort imminente surviendraient pendant cette période où un cerveau privé d'oxygène est en train de fonctionner comme un cerveau éveillé, conscient et attentif. En clair, pendant ce court moment, au seuil de la mort, le cerveau serait hyper réceptif à tout ce qui l'entoure. Certaines expériences sont pour l'instant inexplicables. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas un jour les expliquer. Au cours de son enquête, Sonia Barkala a également recueilli un deuxième témoignage, celui de Julie. Julie, suite à une méningite, a frôlé la mort en 2004. Elle a fait un malaise et s'est effondrée sur une aire d'autoroute. Les pompiers sont arrivés très rapidement. Je me rappelle du bruit des bottes des pompiers. On n'a pas de pouls, on n'a pas de pouls, on n'a pas de pouls. Je me rappelle de ça. Et là, je fais... Purée, je suis en train de crever. Arrive le moment où je vois le tunnel. La lumière blanche. Bon, puisque c'est comme ça, je vais y aller. J'avance un peu. Et là, j'entends... Du coup, je me suis retournée. J'ai vu cette petite fille qui m'a appelée maman. Alors j'ai fait demi-tour. Je savais pas qui c'était, hein. Je savais pas qui était cette petite fille. En tout cas, j'étais sûre d'un truc, c'est que j'allais être maman. Et 7 ans après, jour pour jour, heure pour heure, est née ma petite fille. Lors de son expérience de mort imminente,
Julie aurait donc été ramenée à la vie par sa future fille. Un scénario digne des plus grands films de science-fiction, mais que la science prend très au sérieux. Les chercheurs et spécialistes étudient avec attention les témoignages de Amy, dans l'espoir de pouvoir, un jour, comprendre ce phénomène. Les expériences de mort imminente sont vraiment une réalité à l'heure actuelle. C'est quelque chose qui est vraiment à part et on ne peut pas réfuter leur existence à l'heure actuelle. Pour nous, le défi, c'est comment l'expliquer. Finalement, la grande question, c'est est-ce que quelque chose de matériel, un cerveau, peut expliquer la conscience ou est-ce qu'elle est cosmique, elle est immatérielle? Pour le moment, ces expériences ne sont pas de preuve de l'au-delà, mais c'est clair qu'il faut plus de recherches scientifiques pour essayer d'expliquer ces phénomènes extraordinaires. Dans le monde, certaines personnes auraient une faculté très rare. Je vais vous dire mon secret. Je vois des gens qui sont morts. Communiquer avec l'au-delà. Et tu en vois souvent. Tout le temps. En France, une minorité affirme posséder le don de communiquer avec les morts. Anne Tuffigo se présente comme l'une d'entre elles. On sait que les enfants détestent l'heure du coucher. Mais moi, plus particulièrement. Parce que chaque soir, j'avais comme des rendez-vous avec des êtres. Certains les appelleraient des fantômes. Et je n'avais absolument pas envie de les voir chaque soir au pied de mon lit. Elle est l'une de ces médiums, peut-être la plus célèbre de France. Depuis des années, elle partage son expérience et explique la façon dont elle communiquerait avec les morts. Quand vous vivez un drame, le temps s'arrête, les épreuves sont un catalyseur puissant de questionnement et j'ai reçu tellement de signes. Elle publie également ses consultations pendant lesquelles elle entrerait en contact avec l'au-delà. Ça, c'est une photo de mon papa. Elle dit qu'il a toujours eu conscience que son chemin de vie serait court. C'est fou, c'est incroyable. Ce soir, elle va faire cette expérience avec Laetitia Milo. La comédienne a accepté pour nous de tenter d'entrer en contact avec l'un de ses proches disparus. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, personne ne le sait. Elle m'a dit des choses qui m'ont retourné, ouais. Quelle est cette faculté qu'Anne Tuffigo prétend avoir? Et comment l'aurait-elle découverte? Voici son histoire. Je suis née dans une petite ville de Haute-Normandie avec des parents charmants mais qui ne croyaient absolument en rien. Je n'ai pas reçu d'enseignement ni religieux ni spirituel et ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que moi, tout enfant, chaque soir au moment d'aller me coucher, un monde parallèle se présentait à moi et je ne comprenais pas et surtout, cela m'effrayait énormément. J'avais comme un défilé sous les yeux d'être à la fois blafard et lumineux tout en même temps, comme des ectoplasmes. Mais il y avait une entité particulièrement. Je savais qu'il s'agissait de ma grand-mère maternelle, décédée des années auparavant, lorsque ma mère n'avait que 10 ans. Elle s'appelait Reine. J'ai passé de nombreuses années à subir ces phénomènes. Et il y a un soir où j'ai décidé de me rebeller. Ma grand-mère sanglotait encore et encore au pied de mon lit et je lui ai dit « Stop ! Vous m'ennuyez chaque nuit, vous me faites peur. Je ne veux plus jamais vous voir. » Et ils ont respecté ma demande. Je ne les ai plus jamais vus. Mais j'ai commencé à les entendre. Les années passent, je deviens adolescente.
J'avais donc appris à vivre avec mes chuchoteurs invisibles. Mais plus que cela, un jour, ils m'ont sauvé la vie. Nous sommes en 1993. J'ai effectué, comme beaucoup d'élèves, un séjour linguistique avec l'Allemagne. Pour cela, il fallait que je reprenne un avion au retour, un Brême-Paris, qui devait me permettre de revenir pour le premier jour de la rentrée scolaire. Ma mère me passe un coup de fil et me dit « Ton père, il est très fatigué de faire la route, Anne, entre la Normandie et Paris. Alors, je te le concède, tu vas pouvoir manquer les cours. Nous préférons avec ton père que tu prennes un avion plutôt le mardi au lieu du dimanche. » Et là, j'entends une voix qui crie au fond de moi et qui me dit « Si tu pars ce mardi soir, ça sera la catastrophe. Prends le vol du dimanche. » L'accident d'avion de Roissy hier soir, bilan définitif, 4 morts, 15 blessés, dont 3 dans un état grave. Accident probablement dû à une erreur de pilotage. Si j'avais été dans ce vol, peut-être que je n'en serais pas sortie vivante. Les années passent, je fréquente les grandes écoles parisiennes, j'arrive jusqu'à la Sorbonne. Je passe mon agrégation et j'enseigne enfin la littérature comme je le souhaitais depuis enfant. Sauf que tout s'écroule dans ma vie en 2004. Sur un mois de novembre, ma mère décède brutalement. Avec mon père, nous organisons les funérailles de ma mère. Et je me dis, qu'est-ce que je vais laisser de moi à ma mère? Et là, je sais. Je prends une feuille, un papier et je lui rédige une lettre. Je lui dis, s'il te plaît, si tout ce que j'ai depuis toujours au fond de moi est vrai, envoie-moi un signe. Et elle n'a pas tardé à se manifester. Ma mère ne faisant jamais les choses à moitié, eh bien, elle a décidé de mettre le paquet pour m'envoyer un signe qui, pour moi, n'allait plus laisser place au doute. Elle m'a envoyé un texto pour Pâques, avec un numéro, avec beaucoup trop de chiffres pour pouvoir recevoir un appel classique, dans lequel elle écrivait « Joyeuse Pâques à tous les trois, maman qui vous aime ». Même si j'avais pas de doute au fond de moi qu'il s'agissait d'elle, j'ai mené mon enquête. J'ai été chercher sur Internet, j'ai appelé France Télécom pour savoir d'où ce numéro venait. Ce numéro n'existe pas, madame. Et moi, je savais que c'était un signe d'elle. Depuis, et ça fait 15 ans maintenant, je reçois au quotidien des hommes, des femmes qui traversent des douleurs, des deuils, des obstacles. Je suis heureuse de pouvoir les accompagner un jour sur le chemin de leur chagrin. Un récit troublant et même difficile à croire. Pour les besoins de l'émission et pour nous convaincre de la réalité de son supposé pouvoir, Anne Tuffigo a accepté de rencontrer Laetitia Milhaud et de se livrer devant nous à une démonstration. Je m'appelle Anne. Enchantée. Enchantée également. Alors, je viens par curiosité, pour en découvrir aussi un peu plus sur moi. Est-ce que vous vouliez aussi me montrer une photo, peut-être? Donc, voilà. Alors, c'est ma mamie. C'était ma mamie. Comment s'appelle-t-elle? Paulette. Elle est partie depuis combien de temps? Elle est partie en 2006. Je me concentre, je ferme les yeux et je laisse tout simplement la porte s'ouvrir. Je vous dis ce que j'entends, ce que je ressens. Et voilà, sentez-vous libre de me poser toutes les questions que vous voulez. Ok. Le mot qui me vient, c'est énergie et humour, en fait. J'ai une dame extrêmement décalée. Quand je dis décalée, c'est toujours active, d'une modernité sans faille et un humour un peu piquant, quand même. Hein. Parce que je vois une jeune fille à ses côtés, mais c'est pas votre mère, en l'occurrence. Votre maman a une sœur, Laetitia?
Ah oui, mais qui n'est plus là non plus. Voilà. Ce qu'elle dit, j'ai retrouvé ma fille de l'autre côté. Et c'était... ouais. En fait, comme elle mettait cette petite fille et 2 autres, il y avait vous voyez, il y avait comme une temporalité différente. J'ai 2 ensemble et une toute seule. Je ne sais pas si c'est parce que il y avait une différence d'âge entre elles ou dans le timing. Hein. Parce que c'est comme si elle avait eu une enfant, il y a eu un temps d'attente et 2 autres. Oui. Elle a perdu une fille à l'âge de 5 ans aussi. C'est pour ça qu'il y a cette petite fille qu'elle tient très fort, parce que pour elle, c'était le premier drame de sa vie. Elle dit qu'il y a les enfants en vie qu'on perd, et il y a aussi l'enfant qu'on n'a pas, hein, qui n'arrive pas. On est aussi sur... elle dit, je ne compte pas cet enfant-là aussi. Hein. C'est pas possible. Si. Oh, c'est dingue. Ok. Si je compte vraiment, ça fait 4. 3 sur Terre et un qui n'a pas pu arriver. Elle dit qu'elle a aussi beaucoup envoyé de signes avec les oiseaux, notamment. Oh, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, personne ne le sait. Un oiseau m'est tombé sur la tête. Elle dit la semaine dernière. C'est obligatoire qu'elle essaye de se manifester à vous, Laetitia, et certainement que vous l'avez demandé aussi, d'ailleurs. Vous avez été servie, voilà. Elle dit, les oiseaux, c'est moi. Donc c'est elle qui va me guider. Elle le fait déjà. Ce que l'on a aimé veille sur nous, mais aujourd'hui particulièrement, c'est elle que j'entends. Merci. Merci beaucoup. Ah là, les oiseaux, ça a été bluffant. J'ai jamais eu affaire à une personne, en fait, qui m'a dit des choses sur mes défunts. Et donc, du coup, c'est vrai que ça retourne. Ouais, on est assez bouleversés. Surtout les signes avec ma grand-mère, avec les oiseaux. C'est dingue. Elle m'a dit des choses, en fait, que personne ne sait, qui m'ont retourné, ouais. L'expérience a marqué Laetitia Milhaud. Mais pour certains, cela ne suffit pas à prouver l'existence de pouvoirs paranormaux. Toute la difficulté à faire la part des choses, c'est précisément dans la question de savoir si ils usent ou pas d'une technique. Les médiums sont souvent de très bons observateurs et ils sont capables de décrypter, de déchiffrer le langage du corps. À travers la gestuelle, la mimique, les grimaces, un clignement d'œil par exemple, ce sont des informations très importantes qui vont pouvoir par la suite être exploitées. Pouvoir surnaturel ou hypersensibilité, une chose est sûre, Anne Tuffigo a su toucher le cœur de Laetitia Milhaud. Maraboutage. Ce mot intrigue et souvent effraie. Le maraboutage, ça désigne un encercellement contre une autre personne. On reçoit tous les jours entre 10 et 50 appels de personnes qui ont été escroquées par un marabout. Des pratiques occultes de plus en plus courantes, remises très récemment dans l'actualité. C'est l'une des affaires qui agite le monde du football français. Le frère de Paul Pogba accuse le champion du monde d'avoir payé un marabout. Les affaires de maraboutage empoisonneraient le sport de haut niveau. Un jour, je suis en train de jouer et je ne peux pas shooter. Il y a vraiment une force qui m'en empêche. N'importe qui peut être victime d'un marabout. J'ai calculé que j'étais rendu à pratiquement 12 000 €. Arnaque, sorcellerie et mauvais œil, enquête sur ces sorciers des temps modernes. C'est l'une des affaires qui agite le monde du football français en ce moment. Aujourd'hui, le frère de Paul Pogba, incarcéré pour extorsion en bande organisée, accuse à nouveau sur ses réseaux sociaux le champion du monde d'avoir payé un marabout. Des proches de Mathias Pogba, à gauche, disent qu'il aurait en sa possession des vidéos où Paul Pogba discute avec un marabout du souhait de voir échouer plusieurs de ses coéquipiers, parmi lesquels l'autre star du football, Kylian Mbappé. Le 27 août 2022, il y a une forme de tremblement de terre médiatique d'abord, puis judiciaire ensuite. Pour la première fois, une affaire liée à des questions de maraboutage
touche un joueur du très très haut niveau mondial. L'un des deux frères de Paul Pogba, Mathias Pogba, publie une vidéo sur les réseaux sociaux. Paul n'avait-il pas nié à la base d'avoir recours au marabout? Pogba confie aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage. Nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier durant toutes ces années? Derrière l'aspect loufoque, il y a de véritables enjeux financiers et ça révèle en fait la grande tension dans laquelle peuvent se retrouver les joueurs de foot de très haut niveau du fait de la valeur financière qu'ils représentent et donc des intérêts, des appétits qu'ils peuvent susciter de la part de leur entourage. Alors un marabout, c'est un spécialiste qu'on retrouve en Afrique de l'Ouest et qui est chargé de répondre à tous les problèmes que viennent lui poser ses clients, ses patients, qui peuvent être aussi bien des problèmes de santé, de maladie, que des problèmes de couple, de famille, des problèmes professionnels. Le maraboutage, ça décrit un peu le versant maléfique de l'activité des marabouts. Ça désigne un encercellement, un sort, un mauvais sort qui est jeté généralement contre une autre personne pour nuire à un rival, un concurrent, un ennemi. C'est ce qu'on peut retrouver dans le recours au marabout dans le sport. Exceptionnellement, une ancienne basketteuse professionnelle a accepté de témoigner sur l'expérience dont elle affirme avoir été victime. Je joue au poste de pivot. Ma force principale, c'était mon shoot à mi-distance. C'était vraiment un atout chez moi. En 2017, les choses ont commencé à changer pour moi. Mon basket a commencé à être un peu plus compliqué. Mon jeu se dégradait. On ne me reconnaissait plus sur le terrain. Et un jour, je suis en train de jouer et je ne peux pas shooter. Il y a vraiment une force qui m'en empêche. Je me suis retrouvée sur le banc de touche et d'un coup, aucune sensation dans mon bras. Ma main était totalement froide. Dans l'équipe, il y a une joueuse avec qui je m'entends plutôt bien et elle prend l'habitude de me ramener des plats à manger. Les plats qu'elle me ramène, ils sont classiques. Il n'y avait pas en tout cas de quoi me méfier. Les autres joueuses, en fait, elles avaient remarqué que mon comportement avait changé. Elles m'ont demandé si je mangeais ces plats. Je répondais que oui. À ce moment-là, je commence à comprendre qu'il y a un lien entre ces plats et la dégradation de mon jeu, qu'elle m'a fait quelque chose. Et j'entends et j'apprends que dans le milieu du basket, elle est connue justement pour, on peut qualifier ça d'envoûtement, de maraboutage. C'est de la sorcellerie, en fait. Comment je m'en suis sortie? Joël, l'aumônier. Très croyante et convaincue d'être victime d'un maléfice, Marielle se tourne alors vers un homme de foi. En tant que pasteur, j'accompagne des sportifs. On combat le mal par le bien. Quand je rencontre Marielle, elle me fait part de ses expériences. Marielle a pu se confier. Ça a été un travail d'écoute et de prier avec elle. Notre Père, merci pour ta présence dans nos vies. Merci d'avoir touché Marielle. J'ai retrouvé mon basket après cette expérience. J'ai retrouvé mon plaisir à jouer. Recourir à un marabout, c'est pas simplement l'apanage des joueurs de haut niveau. Les dirigeants également sollicitent des marabouts pour optimiser leurs résultats sportifs. Vous racontez que vous aviez fait appel à un marabout quand vous étiez au PSG, je savais pas. On avait perdu un match sur tapis vert, on avait fait jouer un joueur suspendu par erreur, évidemment, à Bucarest. Oui. Et donc on perd 3-0 administrativement et il faut gagner 4-0 au retour, donc c'est compliqué. J'avais un directeur sportif, Claude Leroy, qui avait officié beaucoup en Afrique et qui, dans la semaine avant, me dit « Ah, les marabouts m'appellent » et tout. Je dis « Écoute, moi je prends tout. » Et donc j'ai effectivement connu un marabout qui s'appelle Sidi. Et puis 2 jours avant le match, il me dit « Vous allez gagner 5-0, tac, 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 but à la 40e minute du numéro 18. » Il me détaille le match. Bon. Allez Florian, allez mon petit bonhomme. Et le voilà, le 4e en première mi-temps, s'il vous plaît. Et en fait, on a gagné 5-0. Il y a eu le 4e but à la minute qui m'a indiqué par le numéro 18, qui était Florian Maurice, etc.
En 2015, je me suis rendu en Afrique de l'Ouest pour mener une enquête 9 mois durant. Et les quelques marabouts que j'ai pu rencontrer, j'ai absolument pas été convaincu par leur capacité divinatoire. Les marabouts ont d'abord le pouvoir qu'on décide de leur mettre entre les mains. Si je décide que telle ou telle personne a un grand pouvoir, je vais être beaucoup plus suggestible à répondre à ce que cette personne me dira de faire, de penser ou d'agir. J'ai beaucoup plus été marqué par la manière dont ils pouvaient exercer une forme d'autorité et en retirer du profit auprès de certains joueurs. Véritable pouvoir ou simple suggestion? Vous allez voir que certains sont tellement prêts à y croire qu'ils deviennent des proies faciles pour des marabouts mal intentionnés. Le monde de la voyance, des arts divinatoires, la sorcellerie et le maraboutage sont de plus en plus fréquents. C'est un phénomène de mode. À l'INAD, on reçoit tous les jours entre 10 et 50 appels de personnes qui ont été escroquées par un marabout. Des personnes victimes de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros, et en plus, je trouve victimes de chantage et de menaces. N'importe qui, n'importe quand peut être victime d'un marabout. C'est le cas de cet homme. Par honte, il préfère rester anonyme, mais son histoire est édifiante. Je suis tombé dans le piège du maraboutage suite à un chagrin d'amour. Ma compagne, en juin 2021, du jour au lendemain, s'en va. Le soir, on se retrouve seul, donc j'ai surfé sur Internet. Et là, je trouve un site de marabout qui me promet le retour de l'être aimé dans les 15 jours. J'appelle et je tombe sur un marabout qui me dit « il n'y a pas de problème, on peut la faire revenir ». Moi, à ce moment-là, j'étais complètement désespéré. Je me dis « peut-être c'est la solution pour la faire revenir ». Il fallait que je lui fasse parvenir 700 € pour ouvrir un dossier. Pour que l'on puisse réunir le couple, il me demande mon année de naissance plus l'année de naissance de ma compagne. Il faut que je lui fasse un virement de ces 2 années de naissance et l'amour renaîtrait entre nous. Il me rappelle régulièrement, tous les soirs, il Marcel. Ils m'ont demandé les sommes d'argent des années de naissance des enfants. Et il me redemande encore 2000 € pour éviter qu'il jette un sort sur ma famille. J'ai calculé que j'étais rendu à pratiquement 12 000 €. J'ai déposé plainte, c'est entre les mains du juge. La première chose que je voudrais, pour tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, c'est leur dire de faire attention. Ils sont très très forts pour vous escroquer quand on n'est pas bien dans sa peau, quand on a quelque chose qui ne va pas. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui. On ne jette pas le discrédit sur les marabouts. Il y a des gens convenables, des gens qui ont un rôle social à jouer, mais malheureusement, ils sont discrédités par une cohorte d'individus malveillants, des escrocs notoires, qui sont infiltrés à cause de l'absence de contrôle et de surveillance de ces activités. Les arnaques à l'amour font chaque année des milliers de victimes. Et il est quasiment impossible de récupérer l'argent évaporé. Alors, attention aux promesses miraculeuses. Communiquer avec le monde de l'invisible par le biais d'enregistrements, de magnétophones ou même de téléphones portables, ils sont nombreux à croire cela possible et à tenter d'établir une connexion avec l'au-delà. J'entends mon téléphone sonner, je vois que papa portable. Pour espérer y parvenir, certains n'hésitent pas à faire appel à des spécialistes, des médiums. Je vais vous prendre votre main gauche, ça ne vous dérange pas. Il dit « j'ai fait ce que j'ai pu, ma fille ». Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est mon papa. En France, il existe des centaines de témoignages de personnes convaincues d'avoir reçu un jour un coup de téléphone ou un message d'un proche disparu. Mais peut-on vraiment y croire? Et qui sont ceux qui prétendent pouvoir entrer en contact avec les morts? Il y a 1 an, mon papa a contracté la Covid. Il
Il a été hospitalisé en urgence. Je l'ai eu au téléphone avant qu'on le plonge dans le coma. On s'est parlé, il avait peur, j'ai essayé de le rassurer, lui dire que ça allait aller, que ses petits-enfants l'attendaient, que je l'aimais fort. Je pensais qu'il allait s'en sortir. Et puis ça a été nos dernières paroles. Quelques mois après, ça faisait 10 mois qu'il était décédé. Avec mon compagnon, nous sommes en voiture, j'entends mon téléphone sonner. Je vois que papa portable. À ce moment-là, je lui dis décroche pour voir ce que c'est, si c'est pas une erreur, un doublon ou autre. Et au moment où elle décroche, le téléphone s'arrête net. Je le rallume aussi vite que je peux. Je n'ai pas de message, il n'y a rien qui s'affiche. À ce moment-là, on est dans l'incompréhension, on ne comprend pas, la ligne a été coupée. La ligne avait été résiliée un mois après le décès de mon beau-père. Et le téléphone, nous l'avons en possession. Donc il est éteint, débranché dans sa boîte d'origine, chez nous. J'appelle ma mère, j'ai pas eu le temps de lui expliquer et elle me coupe en me disant « Tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver, ton père vient de m'appeler ». Donc là, je reste étonnée, je lui dis « Écoute, il vient de m'appeler, moi aussi ». Donc là, on est toutes les deux choquées, on ne comprend pas. Comment est-ce possible? Alors mon père, au même moment, il m'a appelé moi, ma mère et ma tante. Il y a un phénomène qui est un sous-ensemble de la transcommunication instrumentale qu'on appelle les coups de fil de l'au-delà, tout simplement parce que effectivement des gens reçoivent dans des circonstances toujours assez étranges des appels avec des messages qui restent sur un répondeur ou bien même des textos qui sont reçus sur un téléphone portable. Et ce sont des coups de fil qui viennent d'un numéro qui n'est pas attribué, qu'il est impossible de rappeler. Il y a des motifs, des éléments très terre-à-terre, très rationnels qu'il ne faut surtout pas écarter. Tout simplement la réattribution du numéro, en fait. À partir de là, effectivement, par coïncidence, des contacts vont pouvoir être établis. Et puis, une dimension psychologique qui est celle de l'attente. Les personnes endeuillées, qui sont dans le chagrin, etc., vont être en attente, après la mort de leurs proches, de messages. Aujourd'hui, je suis persuadé que mon beau-père a un message à nous faire passer et il a essayé de rentrer en contact avec nous. Certains affirment pouvoir communiquer avec les morts presque sur demande. C'est le cas de cet homme. Je suis Pierre Jonas. Depuis toujours, je vois des défunts. Je perçois ce que les autres ne voient pas. J'interviens aujourd'hui auprès de personnes qui ont besoin de moi. Et exceptionnellement, il a accepté de rencontrer Maxime et Céline. J'ai absolument voulu ne rien savoir. Mais je vais le faire avec grand plaisir. L'expérience commence et elle va bouleverser le couple. Alors on m'a fait venir chez vous afin de tenter de faire un contact avec une personne qui est de l'autre côté. Je vais vous prendre votre main gauche, ça ne vous dérange pas, parce qu'on fait toujours tout avec le cœur. Voilà. Oh là. Merci bien. Alors, il y a quelqu'un qui a les cheveux, le front dégagé, le front garni, et qui n'arrête pas de faire ça. Il n'arrête pas de faire comme ça, une moustache, une barbe, tout comme ça. Enfin, il n'arrête pas de faire ce geste-là. C'est un monsieur qui n'est pas très grand en fait. Il n'est pas très grand, pas une taille moyenne, on va dire dans les 1,70, 72. Mais ça vous correspond à vous, parce que c'est de votre côté à vous, c'est comme un papa, vous voyez, c'est comme familial, parent, c'est un parent. C'est marrant parce qu'il me fait ça. Vous rigolez comme ça, ou alors ça. Oui, c'est vrai. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est mon papa. En fait, il avait un complexe au niveau de ses dents et un jour, il avait un bridge et en mangeant, Sur le côté droit. Il l'a avalé. Et donc ça, c'est bien une moustache? Ça, c'est sa moustache, il faisait souvent comme ça. On est d'accord, il fait bien souvent ça. Ouais.
Plus on interagit avec un médium et plus on livre des indices, des informations qui viennent nous être présentées comme des choses que le médium a devinées, comme des choses qui lui sont soufflées de l'au-delà. Il faut admettre une chose, c'est qu'il peut arriver des événements dits inexpliqués par le biais des médiums, des voyants, des messages qui sont donnés à entendre, à lire aux gens qui viennent les consulter. Mais il faut surtout rester vigilant parce qu'il y a énormément de dérives par rapport à cette pratique de la médiumnité qui peut justement conduire à l'imposture, à l'escroquerie, etc. Vous avez une question? Je voulais savoir si mon papa avait un message particulier à me faire passer. Il dit que depuis petite, vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, alors que vous l'êtes. Vous pensez que vous n'êtes pas capable. Vous pensez que vous n'êtes pas terrible par rapport aux autres, alors que c'est faux. Il a toujours compris le contraire. Il me dit qu'il faut arrêter de culpabiliser, qu'il faut arrêter de croire que vous étiez fâché, que vous ne vous voyez plus, n'est-ce pas? Parce qu'il y a l'absence. Il y a l'absence. Hein, et il y a cette incapacité à pouvoir le sauver aussi, qui est en vous, n'est-ce pas? Il dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait peur du départ et qu'à un moment donné, ça s'est amélioré, ça s'est accompagné. Il dit qu'il y avait 3 personnes qui étaient autour de lui quand il est parti. Hein? Et il y a cette phrase qu'il entend en disant quoi qu'il y a eu, je t'aimerai toujours, papa. C'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ça. Je serai toujours ta fille. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est la dernière conversation C'est la dernière qu'on a eue au conversation que vous téléphone. avez eue avec lui. Oui, c'est vrai. Et il y a eu le silence. Parce qu'il a du mal avec ces mots-là. Et pas longtemps après, il est parti. Vous êtes d'accord? Oui, c'est tout à fait, vous avez raison. C'est tout à fait ce qui s'est passé. En tout cas, vous avez un nouveau gardien. Un gardien. Des détails intimes, troublants, qu'en apparence, Pierre Jonas ne pouvait pas connaître. Alors comment cela est-il possible? Et est-ce vraiment la preuve d'un pouvoir paranormal? La médiumnité est peut-être un don paranormal, mais il est difficile de faire le tri dans ce que disent les médiums, dans ce qu'ils viennent nous révéler. Et généralement, il y a des choses comme ça qui sont très banales, très triviales, qui vont s'appliquer à tout le monde, mais on ne se rend pas toujours compte que c'est le cas. Quand un médium pense d'emblée qu'il a un pouvoir, comme les gens qui vont venir le voir ont envie que ça fonctionne et sont dans l'attente d'un message, d'une réponse, ils vont pas lui mettre de difficultés qui pourraient infirmer ces pouvoirs-là. Donc le médium ne peut que se sentir réconforté dans sa croyance. Les médiums peuvent utiliser les mêmes techniques que les mentalistes qui cherchent finalement à extraire des informations des individus à leur insu. Et malheureusement, ça empêche de voir ce qui pourrait être vraiment paranormal là-dedans. Des expériences comme celle-ci, Pierre Jonas affirme en mener plusieurs centaines par an, avec à chaque fois son lot de révélations et de mystères. C'est une histoire d'apparition mystérieuse qui a fait le tour du monde. Certains chercheurs considèrent même cet événement comme l'affaire paranormale la plus importante du XXe siècle. Au début des années 70, un petit village du sud de l'Espagne est devenu brusquement le théâtre d'un étrange phénomène. Des visages se dessinaient spontanément dans la cuisine d'une petite maison. On a beau mettre du ciment, les visages réapparaissent. En tout, plus de 3000 visages seraient apparus chez Maria Pereira à Belmez. Jamais personne n'est parvenu à déterminer avec certitude leur origine. On peut imaginer que Maria a provoqué ce phénomène à son insu. Voici la troublante affaire des visages de Belmez. Le 23 août 1971, au 5 de la rue Rodriguez Acosta, va se passer une chose bien curieuse dans une petite maison. Maria Gomez Pereira est en train de faire la cuisine lorsque tout à coup, elle avise sur le sol, pas très loin de la cheminée, une drôle de tache. Intriguée, elle l'examine pendant un moment, puis elle la montre à son mari, Juan,
et à leur fils Miguel. Tous voient la même chose, une sorte de visage vaguement esquissé. On distingue vraiment un visage. Il a un regard, et ce regard fixe bizarrement Maria. Cette histoire ne plaît pas trop à Maria. Elle veut effacer cette tâche. Maria, aidée de certaines de ses voisines, tente alors d'effacer la troublante esquisse, mais ni les produits ménagers ni l'alcool n'en viennent à bout. Au cours des jours qui suivent, tous les villageois se précipitent chez Maria dans l'espoir d'apercevoir le mystérieux visage. C'est un va-et-vient permanent. La pauvre famille n'en peut plus. Miguel, le fils, prend très mal les choses. Il en a assez de cette histoire. Ce jour-là, j'ai pris une pioche et je l'ai détruite. La maison retrouve alors son calme, mais pas pour très longtemps. Une semaine plus tard, un nouveau visage apparaît au même endroit. La famille souhaite se débarrasser au plus vite de cette espèce de visage. Mais le maire du village s'y oppose catégoriquement. Il souhaite faire prélever une partie du sol afin de le faire étudier. Les premières analyses concluent que les visages auraient été peints sur le ciment. Certains penseront que cette apparition est l'œuvre de Satan, c'est diabolique, tandis que d'autres rient à gorge déployée en disant « Bah oui, c'est bien ce qu'on pensait, c'était un canular ». 6 mois plus tard, un pionnier de la parapsychologie en Espagne décide d'enquêter à son tour. Il va prendre l'initiative de faire envoyer des prélèvements de sol où apparaissent les visages à l'Institut de la céramique et du verre pour que ce soit étudié et analysé. Mais force est de constater que ça ne donnera aucun résultat particulier. L'enquêteur soumet Maria à un détecteur de mensonges, mais selon l'appareil, Maria ne ment pas, elle croit à tout ce qu'elle dit. Finalement, on va installer des micros dans la maison. Et là, on va pas être déçu du voyage, si je puis dire, puisque des voix vont être enregistrées et ces voix sont absolument sinistres. Elles dénotent une grande souffrance. On va entendre « Ici commence l'enfer ». Maria, je veux partir. Ils sont tous là, ils sont tous morts. Les investigations menées sur place révèlent également que la maison de Maria a été bâtie sur un ancien cimetière. Et l'on va faire des fouilles. Et qu'est-ce qu'on va découvrir? On va découvrir 2 cadavres. 2 cadavres qui n'ont plus de tête. Dans cette région où religion et superstition se mélangent parfois, beaucoup en sont certains. Les visages sont ceux des esprits des 2 morts décapités. Les squelettes sont alors déplacés et inhumés dans un cimetière catholique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cela va recommencer. Ce ne sont plus seulement des visages maintenant qui apparaissent, ce sont des mains. Des esquisses de choses qui ressemblent à des troncs humains. Il y en a toujours dans la cuisine, à divers endroits, mais voilà que maintenant, ça s'étend à d'autres pièces. Pour les experts du paranormal, ces visages seraient ceux d'esprits de l'au-delà. Mais les autorités, elles, n'y croient pas. Alors elles demandent à Maria de quitter sa maison. Et pendant 3 mois, le domicile est entièrement bouclé. Mais à son retour, les visages sont toujours là. Et il y en a même des nouveaux. Cela va durer des années. Ce sont plus de 3000 visages qui sont apparus en l'espace de 35 ans. Tous les tests possibles ont été effectués sur ces visages. Des spécialistes de plusieurs universités européennes ont tenté de trouver des matières chimiques, mais sans résultat. Le 3 février 2004, Maria Pereira décède en emportant avec elle le secret de la maison aux 1000 visages. Mais depuis, certains affirment que les phénomènes auraient refait surface dans sa maison d'enfance. Les cauchemars que je fais, c'est des rêves prémonitoires.
Et je rêve que Jean-Pierre monte dans sa voiture. Et à ce moment-là, la voiture est percutée violemment par un camion. Le lendemain, j'apprends une très mauvaise nouvelle, son cancer des poumons. L'au-delà peut-il vraiment nous envoyer des messages pour nous alerter sur les événements et les drames que le futur nous réserve? Nathalie Marquet, elle, en est convaincue. Et elle en aurait fait plusieurs fois l'expérience. J'ai pas été connectée tout de suite avec l'invisible, ça a pris du temps. J'avais 17 ans, j'étais un garçon manqué et puis je ratais souvent les cours. Je vois une plaque sur une porte où c'était marqué « voyante ». Et il y a une dame qui est sortie, elle explique ce que c'était d'être une voyante. Je peux lire votre avenir. Ça m'intriguait quand même. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie qu'elle me dise l'avenir. Donc je suis retournée voir cette voyante. Et elle me dit, oh là là, vous avez un super avenir. Je vous vois dans des limousines, je vois des gardes du corps. Ah, et puis je vous vois la plus jolie fille de France, elle me dit. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle est complètement folle, cette femme. Et en décembre 1986, j'ai été Miss France 87. Et je me dis, ah ouais, elle est très forte, cette voyante. Ma connexion avec l'invisible, c'est venu en fin de compte malgré moi. J'ai fait des rêves prémonitoires. Mon premier rêve prémonitoire, je devais avoir entre 21 et 22 ans. Je rêvais que j'étais sur la route. Et il pleuvait à torrents. Mes essuie-glaces tombaient en panne et ça m'a surprise et je me suis réveillée. Le lendemain matin, je prends ma voiture. Il se met à pleuvoir ultra fort. J'étais sur une autoroute, mes essuie-glaces se sont arrêtés. J'ai dû me mettre sur le bas-côté et je me suis dit, mais c'est dingue parce que j'en ai rêvé cette nuit. Je me suis dit, c'est une coïncidence, sauf qu'il y en a eu d'autres. Les années passent, je rencontre l'homme de ma vie que tout le monde connaît, mon Jean-Pierre. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu 2 magnifiques enfants, Tom et Lou. Il y a un autre rêve prémonitoire qui a été pour moi très compliqué. J'ai vu la date de la mort du frère de Jean-Pierre. Le frère de Jean-Pierre avait un cancer du foie. Dans mon cauchemar, je vois son frère allongé sur le lit à l'hôpital, allongé dans un costume sombre. Et au-dessus de sa tête, c'était comme sur un calendrier, je vois le chiffre 3. Je me réveille en sursaut et je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pour moi, le chiffre 3, c'était le 3 novembre. J'ai dit, Jean-Pierre, il va perdre son frère. Donc au matin, je dis, voilà, Jean-Pierre, il faut que je te parle. Il faut que tu ailles voir ton frère parce que le 3 novembre, ton frère ne sera plus là. Et là, il l'a très mal pris, bien sûr, bien évidemment. Je fais, écoute, s'il te plaît, tu vas le regretter toute ta vie. Si je me trompe, tant mieux. Mais c'était vraiment réel pour moi. Donc Jean-Pierre, il part après le 13h. Il part à Amiens, il va rejoindre son frère à l'hôpital. Il reste toute la journée du 2 avec lui. Son frère est décédé le 3 novembre à minuit 03. Rêver des gens qu'on aime, c'est s'inquiéter pour eux. On a quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est malade, à qui il reste peu de temps. Peut-être que c'est la personne qui est malade, qui, sans ces informations-là, parce qu'on a des informations avant de partir, on le sait toujours quand on part, a été interconnecté à quelqu'un qui était ouvert, qui s'autorisait à recevoir et à percevoir, pour pouvoir passer le message. On devient le messager.
Les rêves prémonitoires, c'est l'expérience qui est la plus rapportée en fait par tout le monde. Mais en réalité, aujourd'hui, les travaux des psychologues viennent nous donner un peu un contre-champ qui vient montrer qu'il y a beaucoup de phénomènes d'illusion. D'illusion parce que notre mémoire nous joue beaucoup de tours. Et notamment, on va davantage se souvenir d'un événement comme ça qui va coïncider avec la réalité en oubliant tous ceux qui n'ont pas fonctionné. Quelques années plus tard, Nathalie s'apprête à vivre le drame qui va bouleverser sa vie. Et là encore, elle est convaincue que l'au-delà l'avait prévenue. C'était en 2021. Jean-Pierre partait avec mon fils pour aller faire une course de voiture. Dans la nuit, je rêve que Jean-Pierre monte dans sa voiture pour retourner sur Paris, venir me rejoindre. Et à ce moment-là, la voiture est percutée violemment par un camion. Jean-Pierre sort de la voiture et il est rempli de suie. Et là, je me réveille, mais en transe. Je me suis mise à pleurer, j'étais vraiment pas bien. Au matin, je le vois arriver à la maison et je me dis ouf, je suis rassurée de le voir là. Par contre, le lendemain, j'apprends une très mauvaise nouvelle. On a appris son cancer des poumons. Donc la suie noire dans tout son corps, c'était représenté le cancer du poumon. Voilà. Depuis hier, une ombre plane sur ce journal de 13 heures, celle de Jean-Pierre Pernaut, qu'il a créé, qu'il a incarné pendant plus de 30 ans et qui donc nous a quittés hier à seulement 71 ans. On pense à lui, on pense à sa famille. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose après la mort. Je sais que Jean-Pierre est dans une autre dimension. Il avait du mal à croire qu'il y avait une vie après la mort. Et je sais que maintenant, il voit tout ce que je lui ai dit. Il m'envoie plein de signes. Et ça me fait beaucoup de bien. Et merci mon Jean-Pierre, je t'aime. Croire en la réincarnation, c'est accepter l'idée que son âme puisse vivre encore et encore dans des enveloppes charnelles différentes à travers les siècles. Chaque année, les scientifiques étudient des milliers de témoignages. Et depuis 20 ans, une histoire survenue en Angleterre les passionne particulièrement. Celle du jeune Cameron. Dans ma vie d'avant, je vivais dans une maison blanche avec ma maman et mon papa, et mes 3 frères et sœurs. Le petit garçon aurait des souvenirs précis de sa vie antérieure. Je prenais mon chien et je jouais avec lui. Grâce à l'un des plus grands spécialistes de la réincarnation, Cameron va partir en voyage sur les traces de ce qu'il affirme être son ancienne vie. Je t'avais dit que c'était vrai. C'est bien ton ancienne maison. Il y a quelque chose qui peut déjà nous inciter à penser que la réincarnation existe, c'est tout simplement l'effet de déjà-vu. Voici la fabuleuse histoire de Cameron. C'est en 2006 que l'on va entendre parler pour la première fois de ce petit garçon nommé Cameron. Il a 5 ans et il prétend se souvenir de sa vie d'avant. Au début de l'année 2002, Cameron n'a que 2 ans et il commence à tenir des propos extrêmement étranges. Dans ma vie d'avant, je vivais dans une maison blanche avec ma maman et mon papa, et mes 3 frères et sœurs. Ce qui va vraiment étonner Madame Norma McCauley, sa maman, c'est que son fils n'arrête pas de parler de sa maman précédente. Et il décrit en plus de ça un endroit assez mystérieux, une île dont il finit même par donner le nom. En fait, il va parler de l'île de Barra. L'île de Barra, c'est une toute petite île située au nord-ouest de l'Écosse. Comment un enfant de 2 ans peut-il évoquer une île perdue d'à peine 1000 habitants située à plus de 400 km de chez lui? Ce qui est vraiment très surprenant, c'est que Cameron décrit ce qui semble être des souvenirs particulièrement précis, ce qui va bien sûr troubler encore plus sa maman. Mon endroit préféré à Barra était la plage.
Je prenais mon chien et je jouais avec mes frères et sœurs. Dans sa vie d'avant, il raconte qu'il vivait dans une maison blanche à un étage. Il se souvient aussi d'un détail surprenant. Devant chez lui, il y avait des avions qui atterrissaient sur la plage. Des détails qui interpellent Norma, la mère de Cameron. C'est donc pour cette raison qu'elle va poser de plus en plus de questions à son fils et les réponses qu'elle obtient sont saisissantes de précision. L'écrivain à succès Bernard Werber croit lui aussi en la réincarnation. Et il n'est pas surpris par les détails fournis par le jeune Cameron. Ce qui est vraiment troublant dans l'expérience de réincarnation, c'est quand soi-même, on se retrouve à revivre la situation et qu'on se retrouve comme dans un film, en train de tout voir, comme si on était le personnage central. Dans cette histoire, il y a plein de choses qui sont inexpliquées et chez Cameron, on peut dire que la frontière entre l'imaginaire et le réel est extrêmement fine. Ce qu'il imagine peut lui sembler tout à fait vrai. Pour garder une trace, la famille décide alors de filmer les révélations de Cameron. Sean Robertson. Qui est Sean Robertson? Mon papa de Barra. On verra ton papa de Barra si on y va? Non. Pourquoi ça? Parce qu'il est mort. Comment expliquer l'étrange comportement de son fils? Est-ce qu'il invente tout ce qu'il raconte? Norma, elle va décider de se faire aider. La maman contacte alors Jim Tucker, un pédopsychiatre spécialisé dans les témoignages de réincarnation chez les enfants. Dès le départ, le cas de Cameron va littéralement fasciner le chercheur. Il va évidemment souhaiter rencontrer Cameron et sa mère dès que possible. Et il va aussi faire une proposition assez originale à la famille en leur proposant en fait de se rendre avec lui et un caméraman sur l'île de Barra pour voir si le lieu évoque d'autres souvenirs en petit garçon. Norma accepte la proposition et elle part avec ses 2 enfants et Jim Tucker à Barra. L'arrivée à Barra est spectaculaire car l'avion qui les emmène les dépose sur une plage. Exactement ce que Cameron racontait. Je t'avais dit que c'était vrai. Maman, tu verras mon ancienne maison sur le chemin. Je sais, nous essayons de voir si on peut la reconnaître. Tu sais quoi? Je connais la personne qui vivait ici. Une fois sur place, évidemment, on va se mettre à la recherche de la maison. L'ennui, c'est que toutes les maisons de l'île de Barra sont blanches et souvent avec un étage. Donc c'est très compliqué. Norma et Cameron partent en quête d'une maison qui aurait appartenu aux Robertson, le nom que Cameron répète sans cesse comme étant celui de la famille de sa vie d'avant. Alors oui, il y a véritablement une maison qui a appartenu aux Robertson après la Seconde Guerre mondiale. C'est une maison blanche et qui est pas très loin de la plage. C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? C'est ton ancienne maison? On dirait que tu es triste. Hein, dis-moi. Alors que Cameron s'apprête à franchir le seuil de son ancienne maison, le petit garçon semble très triste, presque vidé. Tout va bien. Ça va aller. On perçoit dans son regard une forme de nostalgie, mais aussi de tristesse. Comme s'il se rendait compte que tous ceux qui vivaient ici n'étaient plus là depuis longtemps. Est-ce que tu penses que ton ancienne maman est encore ici? Est-ce qu'elle te manque? Une fois à l'intérieur de la maison, il semble être comme chez lui. Il reconnaît les lieux, il indique où se trouvent les pièces, il se souvient de tout. Et là, la joie revient. Ça va? Cameron semble bel et bien reconnaître les lieux, mais le psychiatre souhaite aller encore plus loin. Jim Tucker va donc enquêter davantage. Il va prendre contact avec des généalogistes locaux pour savoir si des Robertson sont encore en vie. Après quelques recherches, il retrouve la trace d'une certaine Gillian Robertson, qui pourrait être la cousine de Cameron dans sa vie antérieure. Gillian Robertson, elle vit encore sur l'île de Barra et elle va confirmer une grande partie de ce que racontait en fait Cameron. Là, c'est la maison. Et derrière la maison, la plage.
Et là, c'est Callum et Peggy, les voisins. C'est certainement le chien dont parle Cameron, le chien des voisins. La famille Robertson avait en fait 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ils étaient bien propriétaires de cette maison où ils n'habitaient pas, mais où ils venaient passer leurs vacances. En revanche, tous les éléments ne concordent pas. Par exemple, Cameron avait dit que son papa s'appelait Shane et qu'il était décédé dans un accident de voiture. De mémoire de Robertson, il n'y a jamais eu de Shane Robertson dans la famille. Les enfants Robertson sont encore vivants, donc comment Cameron pourrait-il être l'un d'entre eux? En tout cas, la réincarnation de l'un d'entre eux, donc, peut être dubitatif. Dans cette histoire, le rôle des parents me semble essentiel. C'est à eux de dire à l'enfant ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Visiblement, là, on peut se demander s'ils ont joué ce rôle-là, ou s'ils n'auraient pas renforcé les croyances de l'enfant. Aujourd'hui, Cameron a 23 ans, il n'a presque plus de souvenirs de Barra. La mère de Cameron, elle, est toujours en contact avec les Robertson. Et les deux familles auraient peut-être une nouvelle piste. Il semblerait que le grand-père Robertson ait eu 2 familles, l'une légitime et l'autre secrète. Alors serait-ce de cette branche cachée de l'arbre généalogique des Robertson que les souvenirs de Cameron ont ressurgi? C'est en tout cas, pour la mère de Cameron, une possibilité. Fruit de l'imagination ou véritable souvenir d'une vie antérieure? L'histoire de Cameron garde son mystère. Mais pour Bernard Werber, la réincarnation ne fait pas de doute. Et selon lui, y croire aurait même des vertus. Je crois que c'est ce qui est formidable dans le concept de réincarnation, c'est que ça nous ouvre une perspective. Ça veut dire que nous ne sommes pas là un film complet, nous sommes juste un épisode. Il y avait un épisode avant et il y en aura un après. Ce qui veut dire que si on échoue ou si cette vie n'est pas satisfaisante, on pourra revenir et essayer de faire mieux la prochaine fois. Dans la réincarnation, je trouve qu'il y a un message d'espoir. Les témoignages troublants se multiplient. Partout dans le monde, ils sont des milliers à raconter avoir observé d'étranges lumières et autres engins non identifiés parcourant le ciel. Est-ce que tu vois ça? Oh, c'est trop beau. C'est quoi? Ils vont capturer des images d'un objet volant tout à fait insolite qu'aucun pilote ne parviendra à identifier. Wow, je l'ai! C'est quoi? Les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer clairement ces phénomènes. Regarde sur le radar. Oh mon Dieu! Aurons-nous un jour la vérité? C'est une question qui nous hante depuis longtemps. Notre planète serait-elle régulièrement visitée par des engins venus d'autres galaxies? Globalement, à l'échelle de la planète, il y a une augmentation du nombre de signalements. Alors on ne peut pas nier que certains de ces témoignages sont troublants, surtout quand ils sont confirmés par des dizaines, parfois même des centaines d'autres personnes. Ce fut le cas par exemple en 1997 à Phoenix, en Arizona. Ce jour-là, pendant près de 3 heures, des milliers de personnes ont les yeux rivés vers le ciel. Le 13 mars 1997, au-dessus de Phoenix, près de 20 000 personnes observent un objet géant de la forme d'une équerre noire dotée de lumière qui survole la ville. L'objet volait à basse altitude, il volait très lentement et dans un silence absolu. Fife Symington, le gouverneur de l'Arizona, a lui aussi assisté à ce phénomène. Il a eu du mal à l'avouer, mais il l'a confirmé. À ce jour, l'énigme des lumières de Phoenix n'a toujours pas été résolue. Mais les événements troublants se multiplient. Et depuis quelques années, c'est le gouvernement américain lui-même qui alimente le mystère en déclassifiant des archives jusque-là tenues secrètes. Depuis quelques années, d'anciens cadres du Pentagone, d'anciens responsables du renseignement américain, dévoilent des informations au grand public et notamment des vidéos qui interpellent. On peut toujours remettre en cause des vidéos ou des photographies d'OVNI, mais quand elles proviennent d'organismes officiels et donc sérieux comme le Pentagone, c'est très difficile de dire que c'est un fake, un trucage ou qu'il y a une méprise avec la Lune ou une météorite. En 2017,
À la surprise générale, le département de la défense américain confirme l'existence de 3 vidéos stupéfiantes issues des caméras embarquées d'avions de chasse. Ces images mises en ligne sur le site officiel de la Navy montrent des objets volants qui semblent dotés d'une technologie et d'une apparence qui ne correspondent à aucun engin connu sur Terre. Les voix sont celles des pilotes qui filment l'événement. Je l'ai. Mais c'est quoi ce truc? Ce qu'on voit sur ces images-là, c'est tout à fait inexplicable aujourd'hui. Il faut savoir que ces objets volants, ils étaient présents tout au long de la journée autour du porte-avions et que beaucoup de personnes ont pu l'observer. Il y a toute une flotte. Regarde sur le radar. Oh mon Dieu. Ils vont tous contre le vent. Le vent souffle à 220 km/h. L'objet, il n'a pas du tout la forme d'un avion ou d'un drone qu'on connaît. Il n'y a pas d'aile, il n'y a pas de traînée non plus, et en plus, il semble comme pivoter sur lui-même. Ces observations ne se cantonnent pas aux États-Unis. En France, Jack Reen, un ancien militaire, aurait lui aussi fait une rencontre venue d'ailleurs. C'était il y a 50 ans. Mais ce qu'il a vu l'a marqué, à jamais. C'était le 23 septembre 1973. J'étais pilote de chasse, défense aérienne à la base de Creil. On partait à 2 avions. On était chargé d'aller voir tout ce qui se baladait dans le ciel. Et je voyais un trafic là, qui se rapproche de nous. Il n'y avait rien à faire là. Je préviens le contrôleur au sol en disant « c'est pas bon, là, il y a un avion ». Et là, il me dit « écoutez, moi, je vous vois, mais ce trafic-là, je ne vois pas ». Là, on se transforme en police du ciel, puisqu'il faut identifier cette chose qui ressemblait plutôt à, je dirais, un ballon de rugby. Vous voyez, aminci vers les 2 bouts. Et il y avait des hublots, 6-7 hublots. Je me suis approché assez près, j'ai vu à l'intérieur. Alors, il y avait une lumière blanche, mais qui était divine. Jack raconte qu'ils auraient tenté de suivre l'objet, mais ce dernier aurait alors accéléré à une vitesse phénoménale pour finalement disparaître en une fraction de seconde. Après avoir vu ça, on se pose des questions. Même encore maintenant, je ne connais pas de construction où on a fait des engins qui ont des taux d'accélération comme ça et qui disparaissent comme ça. Donc si c'est pas terrestre, c'est extraterrestre. Et toute la question est là. Face à de telles observations, des organismes officiels tels que la NASA aux États-Unis ou le GEPAN en France tentent d'analyser scientifiquement ces phénomènes. Comme à Esdalen, une petite vallée en Norvège. Depuis 1981, cette région est troublée dans sa tranquillité par des phénomènes lumineux non identifiés, au point d'être surnommée la vallée des ovnis. Alors c'est un endroit particulier, mais c'est surtout une vallée unique au monde, puisqu'il y a eu des centaines d'observations d'ovnis. On a énormément de témoignages, mais aussi d'images sur des phénomènes lumineux et aériens qui sont encore aujourd'hui inexpliqués. Des boules de lumière parcourant le ciel, d'autres s'approchant des habitations, allant même jusqu'à laisser des traces au sol. Depuis plus de 40 ans, une station d'observation scientifique surveille les apparitions d'Esdalen. Mais elle n'a pas encore réussi à percer le mystère de la vallée des ovnis. Il ne faut pas oublier que OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. Ça ne veut pas dire soucoupe volante venue de l'autre bout de l'univers. Souvent, il s'agit de la Lune ou de Vénus, ou alors de satellites qui traversent le ciel. On sait que dans le ciel, il y a des phénomènes météorologiques incroyables comme les aurores boréales. Il peut y avoir des ballons météo, des ballons espions aussi. Donc il y a plein de choses dans le ciel qui pourraient expliquer ces lumières et on ne doit pas sauter tout de suite sur l'explication la plus extraordinaire. Les gouvernements du monde entier analysent ces images et ces témoignages d'apparitions d'ovnis sur Terre, mais aussi dans l'espace. Le 11 décembre 1972, les images capturées par la caméra de contrôle d'une fusée Apollo immortalisent un phénomène troublant, lui aussi encore inexpliqué à ce jour. C'est la dernière fois que les États-Unis envoient des hommes sur la Lune. Toute la procédure est filmée
Et quand les images sont ensuite analysées, c'est la stupeur. On distingue un objet lumineux qui tourne sur lui-même juste à côté de la navette spatiale. Toutes les explications sont envisagées, les bris d'une précédente mission spatiale, satellite, mais aucune n'a été retenue officiellement. Longtemps, la question des ovnis est restée sous embargo, classée secret défense. Mais les dirigeants du monde entier commencent à sortir du silence et à s'interroger publiquement sur l'existence d'une vie extraterrestre, partageant même pour certains leur inquiétude à ce sujet. Je pense parfois au fait que nos différences s'effaceraient en un instant si nous nous retrouvions face à une menace venue d'un autre monde. Et pourtant, je vous le demande, cette menace n'est-elle pas déjà parmi nous ? On peut ajouter les déclarations officielles de puissants chefs d'État qui n'en finissent plus de semer le trouble sur l'existence avérée ou non d'une vie extraterrestre. Parmi les présidents qui ont parlé du sujet des ovnis dans les dernières années, on peut citer Joe Biden, qui a été interrogé dessus lors d'une conférence de presse et qui a fui cette conférence de presse. On peut citer Barack Obama. Barack Obama s'est exprimé sur la chaîne CBS le 17 mai 2021 en disant qu'il y avait bien dans notre espace des objets dont il ne savait rien, ni leur nature intrinsèque, ni leur trajectoire. Il n'y a toujours aucune preuve que ces ovnis soient réellement d'origine extraterrestre. Mais devant l'accumulation de ces phénomènes inexpliqués, pour beaucoup, le doute n'est plus permis. Mais alors, une autre question se pose. Faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ? Des éléphants qui s'enfuient bien avant l'arrivée d'un tsunami, des oiseaux qui prédisent une tempête, des chiens qui seraient télépathes. Certains animaux accomplissent des prouesses qui semblent inexplicables. Comment un chat peut-il par exemple traverser tout un pays, voire même plusieurs, pour retrouver ses propriétaires ? Mais comment mon chat a-t-il fait pour parcourir 400 km? Comment a-t-il pu se repérer? Comment expliquer qu'un chien semble voir des choses que l'homme ne perçoit pas? On s'est rendu compte que le chien regardait fixement au-dessus de nous. Il y a des esprits, il y a quelque chose. On n'a pas un bon taux vibratoire. Ça peut expliquer pourquoi le chien était dérangé. Quels sont les véritables pouvoirs des animaux? Pour tenter de le découvrir, voici deux histoires extraordinaires. Il y a quelques mois à peine, Coxy, un chat de 10 ans, a réalisé un exploit, par amour pour sa famille d'adoption. En 2021, on habitait à Ambly-sur-Meuse, à une vingtaine de kilomètres de Verdun, avec mes 2 enfants, mes 3 chats, Scratch, Félix et Coxy. Pour des raisons professionnelles, j'ai décidé de partir m'installer dans l'Orne, en Basse-Normandie, à près de 400 km. On est parti avec les enfants, les 3 chats. Et nous voilà arrivés à Giné. J'ai laissé les chats enfermés à la maison pour qu'ils puissent prendre leur marque, explorer leur nouveau territoire. Et on s'est rendu compte qu'il manquait un chat à l'appel. Coxy s'était simplement échappé. Coxy! On a cherché Coxy pendant des jours et des jours et des jours, voire des nuits, des mois. Tiens ma belle! On a été collé des affichettes à droite et à gauche, on a mis des posts sur les réseaux sociaux. Et personne n'avait vu le chat, personne n'a vu ma Coxy. C'est là qu'on a fini par comprendre qu'elle ne reviendrait plus. Mais Laetitia et sa fille n'abandonnent pas. Elles partagent leurs recherches sur les réseaux. Leur annonce fait le tour de France. Le 2 octobre 2022, je vois passer un post avec une photo d'un chat gris, très amaigri, et là, ça m'a fait tilt. J'ai dit, c'est elle, c'est elle. Elle a été retrouvée à près de 400 km à notre ancien domicile. Elle a passé une quinzaine de jours sous une voiture en face de notre ancienne maison. Et le soir, c'est mon papa qui est allé sur place pour vraiment identifier Coxy. Je vois un appel vidéo de mon père et il nous a montré Coxy, il était en train de la caresser. Margot, viens vite! Et on s'est mis à pleurer toutes les deux.
Mais comment mon chat a-t-il fait pour parcourir 400 km? Comment a-t-il pu se repérer? Ça, je ne sais pas. On n'avait aucune chance de la retrouver. Aucune. Et elle est réapparue, c'est un miracle. Un miracle? Pas vraiment. Le docteur Schilliger est vétérinaire depuis près de 40 ans. Au cours de sa carrière, il a recueilli de nombreux témoignages comme celui de Laetitia. Il existe une multitude de belles histoires de ce type-là, d'animaux qui parcourent des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour retrouver leur foyer. Le recordman du monde est un chat qui a parcouru plus de 3000 km de l'Ouzbékistan jusqu'en Russie. Ces histoires existent, mais encore une fois, elles sont exceptionnelles. Alors comment ces animaux peuvent retrouver leur chemin en étant aussi éloignés ? La science se penche actuellement sur la question et il est avéré pour beaucoup d'espèces animales que ces animaux sont dotés d'une faculté qu'on appelle la magnétoréception, c'est-à-dire une sensibilité aux champs magnétiques terrestres. Ces animaux ont une espèce de boussole, un compas cérébral qui leur permet de percevoir ces lignes de champs magnétiques terrestres et vont pouvoir, un petit peu comme un GPS, s'y fier pour choisir telle ou telle direction. Et vous allez voir maintenant que les chiens également semblent posséder des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs proches d'un sixième sens. On est arrivé dans cette maison en mars 2008 avec ma femme, mes 2 enfants et mon chien Scooby. Quand on est arrivé dans cette maison, tout se passait plutôt bien. Sauf qu'on a remarqué que notre chien avait des petits blocages quand il était au premier étage. On a fait des vidéos. Scooby, allez viens. Viens Scooby. Viens Scooby. Mais qu'est-ce qu'il y a? En passant dans ce couloir, il avançait, mais difficilement, comme s'il y avait quelque chose qui le bloquait. C'était toujours au même endroit. On a essayé de l'appeler avec des croquettes, mais il refusait d'avancer naturellement. Pourquoi il veut pas venir? Allez. Imaginez des esprits qui étaient peut-être dans l'ancienne maison, il y a des centaines d'années peut-être, puisque cette maison est une ancienne ferme. Quand on était dans le salon, au rez-de-chaussée, on s'est rendu compte que le chien, quand il venait nous voir, regardait fixement au-dessus de nous. Et c'est ma femme qui s'est rendue compte que le point fixe se trouvait exactement au même endroit qu'au premier étage, où il avait du mal à passer. Ma femme s'est toujours posé de questions en se disant il y a des esprits, il y a quelque chose, une force ou un problème qui ferait que notre chien aurait ce petit souci de passage. Qu'est-ce qui empêche Scooby de franchir ce couloir? La famille ne trouve aucune explication rationnelle au comportement de leur chien. Ils se tournent alors dans une autre direction. Je suis Sandy Lagdar. Je suis enquêtrice en paranormal. J'ai voulu intervenir pour savoir ce qui pouvait déranger ce chien. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit? Je vais calculer le taux vibratoire de ce couloir pour savoir si on a un bon taux vibratoire. Selon Sandy, les êtres vivants comme les objets inanimés émettraient constamment des ondes énergétiques, le fameux taux vibratoire qu'elle mesure avec un pendule. Un taux élevé serait considéré comme bénéfique, tandis qu'un taux bas serait nocif. On n'a pas un bon taux vibratoire. Ça peut expliquer pourquoi le chien était dérangé. Je vais voir si ce taux vibratoire change quand on n'est plus dans le couloir. Et là, on est dans les hautes vibrations. Je sais que les animaux ressentent peut-être quelque chose de plus fort que nous. Nous, on n'a jamais rien ressenti, pas de mauvaises zones. Je ne dis pas du tout qu'il y a un fantôme dans cette maison. Sincèrement, pour moi, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucun problème. Il y a
tout un panel de raisons qui pourraient attester du pourquoi on a une mauvaise énergie à cet endroit. Est-ce qu'il y aurait un nœud tellurique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Une source qui passe en dessous? Il a été démontré que les chiens pouvaient être sensibles aux ondes telluriques, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques émises par le sol ou par les supports, et qui les gênent pour se trouver à tel ou tel endroit ou entrer dans tel ou tel couloir ou telle pièce. Sens ultra développé, perception exacerbée de la nature ou pouvoir réel, les animaux sont encore loin d'avoir livré tous leurs secrets. Je pense qu'on apprendrait beaucoup de choses si on les écoutait plus. Les animaux ont parfois des réactions assez incroyables, surprenantes, même parfois un petit peu mystérieuses, qu'on n'explique pas aujourd'hui, que la science n'explique pas, mais qui trouvera probablement son explication plus tard. Les poupées. Sous leurs airs joyeux et enfantins, certaines seraient considérées comme maudites. Nous connaissons tous les films avec Annabelle ou Chucky, ces poupées maléfiques qui sèment la terreur depuis près de 30 ans au cinéma. Mais Chucky ou Annabelle ne sont pas nées de la simple imagination des scénaristes. Elles seraient inspirées d'une histoire vraie. Celle de Robert, une poupée qui aurait existé au tout début du XXe siècle. Nul n'a idée de la nature diabolique de cette étrange poupée. Elle a la réputation d'être maudite. D'ailleurs, son propriétaire serait mort fou. On dit que la poupée Robert est possédée, qu'elle a reçu une incantation vaudou. L'histoire dit que quiconque l'approche risque d'avoir bien des soucis. C'est Robert qui l'a fait. Pendant plus d'un siècle, il aurait frappé de sa malédiction tous ceux qui seraient entrés en contact avec lui. Voici la terrifiante histoire de la poupée Robert. Tout commence en 1905 sur l'île de Key West, au sud de la Floride. Nous sommes au 534 Hudson Street. Thomas Otto et sa femme Minnie sont un riche couple de pharmaciens. Et puis ils ont 4 enfants, dont le plus jeune qui a 6 ans, qui s'appelle Robert Eugene. Le destin de la famille Otto va basculer le jour où les parents vont offrir à Robert Eugène, qui fête ses 6 ans, une poupée pour son anniversaire. Au moment où Robert Eugène reçoit sa poupée, il se passe tout de suite quelque chose entre eux. Les parents de Robert Eugène sont loin de s'imaginer qu'ils viennent de faire un cadeau empoisonné à leur propre fils et que leur vie va devenir un véritable cauchemar à partir de cet instant. Petit à petit, la poupée va devenir son meilleur ami. Elle ne le quitte jamais. Et il va arriver une chose assez étonnante, c'est que le petit Robert Eugene va en fait demander à ce que la poupée s'appelle Robert et que lui ne conserve que son deuxième prénom, Eugene. Très vite, il crée des dialogues avec sa poupée, il lui parle beaucoup, mais personne ne s'affole parce que tous les enfants s'amusent de la sorte avec leurs jouets, jusqu'à ce que le comportement de Robert Eugène commence à changer. Il s'isole de la famille. Et surtout, son comportement va évoluer vers quelque chose de plus sombre. Selon moi, en fait, il faudrait peut-être tout simplement se tourner vers la psychologie de Robert Otto. Est-ce qu'il avait des problèmes relationnels, des problèmes psychologiques, ou tout simplement, comme n'importe quel autre enfant, il avait envie d'avoir lui aussi un ami imaginaire. Un jour, Madame Otto, qui est à l'étage, passe devant la chambre de son fils et elle l'entend parler tout seul. C'était pas la première fois que ça arrive. Mais là, il y a une autre voix. Cette voix est un peu plus rauque, un peu plus mature. Madame Otto se demande avec qui son petit garçon est en train de parler. Elle va ouvrir la porte et à sa grande surprise, elle verra qu'il est face à sa poupée. Mais l'histoire est loin d'être terminée, elle commence seulement au 534 Eaton Street, où la famille Otto va être témoin de phénomènes paranormaux de plus en plus intenses.
Si la poupée est prétendument hantée, c'est aussi à cause d'une légende qu'on raconte autour de la gouvernante, la nounou du jeune Robert Hutchins. Pourquoi? Parce que cette gouvernante avait eu une histoire, une relation avec le père du jeune Robert Hutchins. Minnie Otto aurait congédié cette domestique. Et pour se venger, la domestique aurait fait des incantations vaudou sur la poupée que les parents allaient offrir à leur fils quelques jours plus tard. Un jour, il va arriver une chose assez étrange dans cette maison. C'est un désordre complet. Les meubles sont bousculés, la vaisselle est fracassée, les vases ont été jetés par terre et sont en miettes. Madame Otto va interroger son petit garçon et lui dire « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Et lui, très froid, lui répondra « Robert did it, c'est Robert qui l'a fait. » Et à chaque fois qu'il se passe des choses inexpliquées dans cette maison, le petit Eugene va dire « c'est la poupée Robert qui l'a fait ». On a un enfant qui est un petit peu perturbé, et quand il fait des bêtises, il accuse sa poupée. Jusqu'à là, il n'y a rien que tous les enfants de la Terre n'ont pas fait, quoi. Il n'y a rien d'étonnant pour un enfant que cet objet fasse des actions, qu'il parle, qu'il casse des objets, qu'il se cache, qu'il puisse être maléfique. Chez l'enfant, la frontière est fine entre le réel et l'imaginaire. Les poupées, les figurines, les peluches ont une vie qui semble tout à fait réelle pour l'enfant. Minnie Otto se dit que maintenant c'en est assez. Elle attrape donc cette poupée et elle la range dans un placard et ferme à double tour. Tout le monde pense à ce moment-là que l'histoire est bel et bien terminée, mais quelques dizaines d'années plus tard, la poupée va refaire parler d'elle. Nous sommes en 1945, Eugene a 46 ans. Il a rencontré une jeune femme, Annette, qu'il a épousée en 1930 à Paris. Alors qu'il file le parfait amour, qu'il a l'air tout à fait épanoui, ses parents décèdent et donc Eugene hérite de la grande maison de Key West. Le jeune couple décide de s'y installer. Anne est désormais la maîtresse de cette maison, elle fait le tour des lieux et puis un jour, elle tombe sur un placard et c'est là qu'elle va découvrir une poupée. Elle va montrer cette grande poupée à son mari Eugène. À partir de ce moment, il va être de nouveau hypnotisé par sa poupée. Il va ne plus la quitter. Et sa femme va commencer à trouver que son comportement devient de plus en plus bizarre. Elle est de plus en plus inquiète, elle voit bien que sa relation avec son mari est en train de se détériorer. Et régulièrement, elle retrouve des pièces de la maison totalement saccagées, des objets brisés. Anne pose clairement la question à son mari, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Qui peut bien saccager les pièces? Et il pointe sa poupée du doigt. Et il dit, c'est Robert qui l'a fait. Au début des années 1970, Robert Eugène va tomber malade. Il ne veut voir plus personne, même pas sa femme. En fait, la seule entité, la seule personne, entre guillemets, qui va trouver grâce à ses yeux, c'est sa poupée Robert, qui ne va plus le quitter jusqu'à sa mort. Et d'ailleurs, à sa mort, en juin 1974, on retrouvera la poupée couchée à côté de lui dans son lit. Elle l'aura accompagné jusque dans sa mort. Dans l'histoire de la poupée Robert, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Ok, admettons que la poupée soit réellement envoûtée et qu'elle ait causé des dommages conséquents dans la famille. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas débarrassés dès le début? L'ultime propriétaire de la poupée, Myrtle Reuter, va détenir la maison des Otto pendant une vingtaine d'années et va décider en 1994 d'en faire don au musée Martello de Key West. Et c'est à partir de ce moment-là, puisqu'elle leur a dit que cette poupée était un peu spéciale, que la poupée va devenir une véritable attraction touristique. La poupée Robert fait aujourd'hui l'objet d'une exploitation commerciale. Vous pouvez acheter des t-shirts à son effigie. Et il y a même une peluche à l'échelle 1 qui est vendue pour 2500 $. Une peluche. Quand on est dans un contexte commercial comme celui-là, on a tout intérêt à faire vivre la légende. La poupée Robert n'aurait pas perdu son pouvoir de nuisance, puisqu'il se raconte que les visiteurs du musée qui oseraient prendre la poupée en photo sans lui demander son autorisation connaîtraient par la suite beaucoup de malheurs. La poupée Robert était-elle le jouet d'un enfant perturbé
ou un véritable objet maléfique? Ce qui ne fait aucun doute en revanche, c'est le business qu'elle a généré. En Égypte, sur le plateau de Gizeh, les architectes de la grande pyramide de Khéops ont repoussé les limites de l'impossible. Pendant près de 5 millénaires, l'édifice le plus volumineux sur Terre, c'était la pyramide de Gizeh. Encore aujourd'hui, pour certaines étapes de la construction, on ne s'explique pas comment ils ont pu réaliser ces prouesses. Dans la liste des sites les plus énigmatiques de la planète, aux côtés du triangle des Bermudes dans le Pacifique, de Stonehenge en Angleterre, ou encore des statues Moai de l'île de Pâques, la Grande Pyramide est sans conteste le monument qui cristallise le plus de fantasmes. Encore dernièrement, une théorie prêtée à ces monuments, érigés il y a plus de 4500 ans, un rôle de centrale électrique. Mais ce qui passionne les scientifiques, c'est le mystère de leur fabrication. Les Égyptiens sont-ils réellement à l'origine de la construction des pyramides? Et si ce n'est pas le cas, par qui ont-elles été construites? La grande pyramide de Khéops aurait-elle un lien avec une civilisation extraterrestre? Parmi les 7 merveilles du monde, la pyramide de Khéops à Gizeh est la seule à avoir traversé le temps. À l'intérieur de cette impressionnante masse tournée vers le ciel, dans ses étroits couloirs et dans le secret de ses appartements funéraires, se situe la première énigme. Car sa construction échappe encore à notre compréhension. Même avec les moyens d'aujourd'hui, on arrive à peine à retrouver, par exemple, la précision des tracés des architectes pour les couloirs intérieurs. Plus de 2 millions de blocs de roche assemblés les unes aux autres pour un poids total de 5 millions de tonnes, soit le poids de plus d'1 million d'éléphants. Je vous rappelle qu'à cette époque, il n'y a ni roue pour transporter les blocs, ni fer, ni acier pour tailler les blocs. Mais alors, comment ces pyramides ont-elles été construites? Pour certains experts, c'était tout simplement impossible avec les outils de l'époque. Ce sont des outils extrêmement rudimentaires. Et ce serait avec ces outils que l'on aurait sculpté au 10e de millimètre les grands blocs de la Grande Pyramide. Des blocs hissés à plus de 140 mètres de haut et dans un temps record. Pour vous donner un élément de comparaison, la pyramide de Teotihuacan qui est au Mexique, elle a les mêmes mesures à la base, mais pour une hauteur 2 fois moins haute. Et celle-là, ils ont mis 150 ans pour la construire. Pour tenter de percer les secrets de sa construction, les recherches se multiplient. En 1991, l'expérience de NOVA, mise en place par la chaîne américaine PBS, ambitionne de construire une réplique miniature de la pyramide avec les mêmes moyens que les Égyptiens à l'époque. Ça a été un fiasco total. Ils ont mis plus de 10 heures pour soulever une pierre à une hauteur d'à peine 1,50 m. Ils ont très vite abandonné et ils ont utilisé des chariots élévateurs. Et de toute façon, l'arrière de la pyramide s'est complètement écroulé. Des scientifiques de tous les pays se penchent sur ce casse-tête depuis des siècles et n'ont pas de réponse qui fait l'unanimité. Bien malin qui peut dire avec certitude comment ils ont pu réaliser cet exploit. Devant ce mystère, de nombreux passionnés en sont convaincus. Jamais les Égyptiens n'auraient pu achever un ouvrage aussi ambitieux sans une aide venue d'ailleurs. Selon eux, ils auraient bénéficié des connaissances et du savoir-faire de visiteurs extraterrestres. Il y a beaucoup de croyances autour des pyramides parce que ce sont des constructions extraordinaires et l'être humain a beaucoup de peine à penser que ce sont de simples êtres humains qui l'ont fait. Il faut se rappeler que plus un phénomène est incroyable et plus il nous faut des preuves pour l'admettre. Donc en fait, on voit très bien que notre cerveau a tendance à préférer des explications surnaturelles à des phénomènes parfaitement naturels.
À 500 km au sud de la pyramide de Khéops, des chercheurs ont découvert des hiéroglyphes qui pourraient être la clé de l'énigme, la preuve tant espérée d'une intervention extraterrestre. Dans le temple d'Abydos, certains ont pu photographier des hiéroglyphes qui posent question. Pendant longtemps, on a cru voir comme un hélicoptère, un tank, un avion. Et évidemment, tous les passionnés par les ovnis ou par les extraterrestres se sont dit mais c'est donc une preuve quelque part eh bien, que les extraterrestres ont aidé les Égyptiens. Mais alors là, on est loin de la vérité. Il s'agirait en réalité d'une simple coïncidence. Deux noms de pharaons superposés l'un au-dessus de l'autre, à quelques dizaines d'années d'écart. Avec le temps, le plâtre est tombé, révélant les hiéroglyphes qui étaient cachés sous la première couche. Cette superposition de symboles a donné libre cours à toutes les interprétations. Mais si l'énigme des hiéroglyphes en forme de vaisseau est aujourd'hui résolue, le mystère de la construction des pyramides, lui, demeure entier. La saga Conjuring a fait trembler d'effroi plus de 4,5 millions de Français au cinéma. Des maisons hantées, des possessions démoniaques, des objets maudits. C'était des incidents qui m'arrivaient régulièrement, comme le rideau qui m'a étranglé. Une histoire en particulier a inspiré le second film de la saga Conjuring, le cas Enfield, du nom de la maison où une famille anglaise affirma être torturée par un esprit démoniaque. Je me souviens avoir été tirée du lit. La famille entière était terrorisée et craignait pour sa vie. Les enquêteurs qui se sont penchés sur le dossier étaient des stars mondiales du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Au cours de leur vie, les époux Warren auraient travaillé sur plus de 4000 cas. Voici l'histoire du mystère Enfield, l'un des dossiers paranormaux les plus médiatisés au monde. Tout commence en 1977, dans une petite maison de la banlieue nord de Londres, au 284 Green Street, chez la famille Hodgson. Peggy Hodgson élève seule ses 4 enfants. Margaret, 13 ans, Janet, 11 ans, Johnny, 10 ans et Billy, 7 ans. Dès le début, les phénomènes paranormaux se concentrent sur la famille. Le raffut et les perturbations ont commencé dans la chambre du fond. Ma mère est venue dans ma chambre et a dit « Johnny et Janet, arrêtez et allez au lit. Vous devez vous lever tôt demain. » Et là, la commode près du mur a glissé vers la porte. C'était des incidents qui m'arrivaient régulièrement, comme le rideau qui m'a étranglé. Le 31 août 1977, 2 policiers inspectent la maison. Ils en reviennent bouleversés. La chaise s'est élevée d'environ 3 cm du sol et ensuite a glissé d'un coup vers la droite. J'ai vérifié sur le sol, j'ai cherché des câbles, des fils, j'ai tout inspecté, mais je n'ai rien trouvé. Ce sont des policiers qui ont été témoins. Et alors, ils vont oser témoigner dans leur rapport de ce qu'ils ont vu. Ils vont oser raconter qu'ils ont effectivement assisté à des événements inexpliqués. Rapidement, la presse s'empare de l'histoire, attirant les curieux, mais aussi des spécialistes du paranormal. Tous ceux qui vont entrer dans la maison vont, comme les policiers, constater qu'il se passe quelque chose d'anormal. Ils parlent tous de bruits sourds, plaintifs, comme si une présence tentait de s'échapper des murs de la maison. Les voisins vont en être témoins. La voisine m'a appelé. Je suis entré dans la maison pour constater les bruits dont elle parlait. J'ai vérifié les murs, j'ai tout vérifié et je n'ai pas du tout compris d'où ça pouvait provenir. J'ai juste bien entendu tous ces bruits. J'ai 44 ans et j'ai jamais vécu un truc comme ça. On s'en souvient à vie et on en tremble à chaque fois qu'on y pense. Au total, 17 personnes affirment avoir été témoins de phénomènes inexpliqués au 284 Green Street. De quoi attirer l'attention jusqu'aux États-Unis d'un célèbre couple de chasseurs de fantômes, les Warren. Ed
Ed et Lorraine Warren racontent avoir été confrontés dès leur plus jeune âge à des phénomènes paranormaux. Je me souviens que je voyais de la lumière autour des gens. J'ai compris que je pouvais communiquer avec eux. Ed, lui, aurait vécu de ses 5 à 12 ans dans une maison hantée, ce qui lui a sûrement inspiré cette vocation. Ed et Lorraine vont se rencontrer à l'âge de 16 ans. Ils se marient et ensemble, ils deviennent des experts en matière de phénomènes paranormaux. La grande spécialité des Warren, c'est avant tout la question des poltergeists, des esprits frappeurs, des lieux dits hantés, voire même des possessions. Les Warren deviennent mondialement célèbres grâce à des affaires très médiatisées, comme celle de la maison hantée d'Amityville, aux États-Unis. Quand Lorraine et Ed entendent parler du mystère Enfield, impossible de résister à l'envie de mener l'enquête. Les Warren, en fait, ont entendu parler de cette affaire qui se passe en Angleterre parce qu'elle était très médiatisée. Ed Warren s'est rendu sur place et selon sa version à lui, il aurait passé une semaine à Enfield, il aurait rencontré la famille, les témoins, les enquêteurs, il aurait même assisté à certains phénomènes paranormaux. En réalité, il ne sont restés qu'une journée, à peine. En quelques heures, aussitôt ils étaient arrivés, aussitôt ils étaient partis. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des phénomènes inexpliqués au sein de la maison des Hudson. Ed Warren serait revenu aux États-Unis avec des enregistrements prouvant la présence d'une entité diabolique. Voici les fameux enregistrements qu'Ed Warren aurait réalisés à Enfield. Ed, no, 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 hold your little me on bed, no give me, no, I won't hurt. Il se raconte aussi que Lorraine Warren, en écoutant cet enregistrement, se serait rendue dans sa chambre, aurait eu une sorte de malaise et des objets seraient tombés tout seuls dans sa chambre. Parmi les dizaines d'esprits qui habiteraient les lieux, Ed en aurait identifié un en particulier, celui de Bill Wilkins, un vieil homme qui serait décédé quelques années plus tôt dans la maison. Et son esprit, ce qu'on appelle un poltergeist, terroriserait la famille pour l'obliger à partir. This is my house. No, no, it's not. En 1979, 2 ans après le début des faits, le poltergeist aurait petit à petit cessé de tourmenter les Hudson. Malgré tous les événements terribles qui se sont déroulés à Enfield, Peggy, la mère de famille, a vécu dans cette maison jusqu'à sa mort et elle n'en est jamais partie. Dans cette histoire, ce qui est intéressant, c'est que c'est un délire de groupe. C'est toute une famille qui se met à délirer. C'est-à-dire que l'effet de groupe va renforcer les idées délirantes chez des gens qui ne sont pas obligatoirement fous. Quant aux époux Warren, ce dossier a rejoint la longue liste des cas célèbres sur lesquels ils ont collaboré. Ce qu'on peut reconnaître aux Warren, c'est en fait d'avoir popularisé le domaine du paranormal, qui était avant eux surtout réservé à quelques initiés. Hallucination collective ou véritable phénomène paranormal? À ce jour, personne n'est parvenu à expliquer ce qu'il s'est véritablement passé dans la maison Enfield. Ce qui est réel en revanche, c'est le business généré par cette affaire. Pas seulement pour le couple Warren, qui est intervenu en tout dans plus de 4000 affaires paranormales, mais aussi pour le cinéma. La saga Conjuring est à ce jour la franchise de films d'horreur la plus lucrative, avec plus de 2 milliards de dollars récoltés dans le monde. Que ce soit des rois, des princesses, Sally Morgan est connue pour avoir prédit le drame qui allait toucher la famille royale. La disparition tragique et brutale de Lady Diana. ou encore des chefs d'État, Mitterrand pouvait décaler la date d'un discours, d'une allocution, si les astres n'étaient pas alignés. nombreux sont les grands dirigeants de ce monde à faire appel aux services de voyants ou d'astrologues. Ça, c'est les secrets des chefs d'État. Dans toutes nos civilisations depuis 3000 ans, les communautés humaines sont guidées, accompagnées par quelqu'un qui a une puissance supérieure. Alors, le sage, le mage,
l'ancien, celui qui possède le savoir, mais souvent il possède plus que le savoir. Il est doté d'un pouvoir. Un pouvoir ésotérique sur lequel s'appuieraient depuis toujours les grands décideurs de ce monde. Des pharaons égyptiens aux familles royales, jusqu'à certains de nos présidents. C'est très courant que les hommes politiques, nos dirigeants, consultent astrologues, voyants ou mages en tout genre. Les gens de pouvoir sont souvent des gens sous pression et qui ont peut-être envie de savoir ce qui va leur arriver, quel est leur futur, les prochaines échéances. Et de se dire que quelqu'un, une voyante, peut leur prédire, leur dire « Tiens, à tel moment il va se passer ça », certainement que ça les intéresse. En Angleterre, un célèbre prince se serait tourné vers les sciences occultes pour obtenir des réponses sur le drame qui a marqué son enfance. Harry, duc de Sussex, fils de Diana. Le prince Harry se serait rapproché un temps de Sally Morgan, la médium que Diana elle-même consultait régulièrement. Dans le Mirror, la voyante raconte que le jeune prince l'appelle en 2013 pour trouver des réponses autour de la mort de sa mère. Sally Morgan est en effet connue par la presse populaire pour avoir prédit le drame qui allait toucher la famille royale. Madame, monsieur, bonjour. Nous nous retrouvons donc pour un journal consacré à la disparition tragique et brutale de Lady Diana. Sally Morgan, lors d'une séance, aurait vu une femme être extraite d'une voiture dans un endroit sombre et qu'une fois le corps réanimé, la femme aurait une crise cardiaque. Et c'est de cela que la princesse de Galles est morte, d'une crise cardiaque. Le prince lui aurait ensuite demandé avec quel genre de femme il ferait sa vie. Morgan lui a alors répondu qu'il épouserait quelqu'un de très différent de ses petites amies précédentes, une belle brune. De l'autre côté de la Manche, en France, des chefs d'État auraient également consulté des voyants, à commencer par François Mitterrand. Le président aurait eu des rendez-vous réguliers avec la voyante la plus célèbre de l'époque, Élisabeth Tessier. Élisabeth Tessier a décidé de diffuser des enregistrements de ses conversations avec François Mitterrand entre 1990 et 1995 pour souligner, a-t-elle dit, le rôle de l'astrologie en politique. Élisabeth Tessier l'éclaira sur de nombreux événements internationaux, la guerre du Golfe par exemple, sur les dates à privilégier pour ses interventions publiques auprès des Français. Et voici l'un de ces enregistrements. Bon, il va falloir que j'intervienne. Quel est selon vous le meilleur jour là, pour ça dans les jours qui viennent, là. Le dimanche, lundi, mardi. Il faudrait que je regarde cela, parce que je ne peux pas vous le dire à point pour point comme ça. Mitterrand pouvait décaler la date d'un discours, d'une allocution, si Élisabeth Tessier lui disait que les astres n'étaient pas alignés. Je l'ai vu par les faits, si vous voulez, qu'il avait tenu compte de mes conseils ou de mes suggestions, puisqu'après, je voyais qu'il parlait aux Français tel jour, ou qui était un des jours que je lui avais signalé comme étant bon. Ce qui est très intéressant dans cette relation entre Élisabeth Tessier et François Mitterrand, c'est que c'est un chef d'État, l'une des plus grandes puissances du monde, à l'époque la 5e puissance du monde, face à une astrologue. L'un est puissant, l'autre va lui donner et va répondre à ses angoisses, à ses demandes, à ses besoins. Et va avoir finalement une influence plus importante qu'on ne l'imaginait à l'époque, finalement. François Mitterrand se laissait-il vraiment influencer par les astres ? Ou bien tout cela n'était-il pour lui qu'un jeu, une distraction ? Impossible de le savoir. Toujours est-il que sa fascination pour les arts divinatoires l'aurait tout de même poussé à se rendre jusqu'en Tunisie. Il y a un voyant, peut-être même le plus célèbre, que consultaient les politiques, c'est le fameux mage de Tozeur. Taleb Ammar, ce voyant tunisien extrêmement reconnu au Moyen-Orient, il a reçu chez lui tous nos politiques de premier plan. Des personnalités du monde entier me consultent. En France, j'ai reçu Jacques Chirac, Simone Veil, Valéry Giscard d'Estaing ou encore Mitterrand. Ils viennent pour me parler, pour que je leur lise les lignes de la main. À Chirac, le mage aurait même confié qu'il serait élu au terme de sa 3e tentative. Le mage de Tozeur, d'ailleurs, lui prédit très précisément qu'il sera élu avec plus de 80% des voix. Alors vous imaginez le visage de Jacques Chirac qui, évidemment, lui explique qu'on est en démocratie occidentale, et que c'est en général beaucoup plus serré.
Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Ce que ne savait pas Jacques Chirac, c'est qu'il va affronter Jean-Marie Le Pen et que, évidemment, les électeurs se reporteront massivement sur lui. Une prédiction troublante, mais qui n'a pas suffi à convaincre les présidents suivants à rechercher l'aide de l'au-delà. D'après les observateurs, ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy, ni Emmanuel Macron n'auraient eu recours à des voyants. Et les pouvoirs occultes resteraient depuis à la porte du pouvoir. Et voilà, c'était le dernier de ces 13 phénomènes paranormaux les plus incroyables. Je vous remercie de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur de l'étrange. Très bonne soirée.